sommes en juin 1843, au cœur du XIXe siècle, dans les Lowlands d'Écosse. John Fleming, un fermier de 37 ans, est le propriétaire d'une petite exploitation de lin près de la rivière Isla, dans le Perthshire écossais. Bon gré mal gré, il décide de revendre sa propriété et part avec son épouse Anne pour la ville de Dundee, où ils grossiront les rangs de milliers d'ouvriers. Ils s'installent ensemble à Leith Road, un quartier du nord-ouest de la ville. Il s'agit là d'un des plus effroyables bidonvilles d'Europe. La criminalité y fait rage, ainsi que l'alcoolisme et le manque d'hygiène. Sur leurs 7 enfants seulement, 2 survivront à la diphtérie. Robert né en 45 et John Jr. né en 47. John se voit attribuer un poste de contremaître dans une usine. Il y gagnera la modique somme de 52 livres par an. Robert s'arrêtera à 13 ans, tandis que John, lui, rentrera en politique, briguera le siège de premier lord d'Aberdeen et sera même anobli en tant que député par la reine. Une ascension sociale fulgurante du taudis à la mairie. Son père, lui, deviendra par la suite comptable. Il ouvrira une épicerie de thé, toujours à Dundee, mais cette fois-ci en centre-ville, très loin de cette horrible Leith Road. Cependant, leurs réussites feront pâle figure, comparées à celles de Robert. À 13 ans, donc, Robert Fleming, le futur grand-père de Yann, est alors engagé comme commis de bureau chez les frères Cox pour uniquement 5 malheureux livres par an. Il y grimpe au fur et à mesure les échelons petit à petit et il devient comptable. Il se fera engager à 21 ans chez leur concurrent, Edward Baxter. Celui-ci avait fondé sa richesse en vendant des toiles de jute comme sacs de sable pendant la guerre de sécession. Or, depuis la fin du conflit, tous les échanges se sont soudainement arrêtés. Robert est un garçon intelligent et comme son frère, il apprend vite. Edward Baxter remarque rapidement les compétences du jeune garçon. Il lui donne sa chance et fait de lui son assistant personnel. Il l'emmènera alors en voyage aux États-Unis, y trouver d'autres partenariats commerciaux. Fleming sent alors une opportunité s'ouvrir. Unir différents financiers écossais pour investir dans plusieurs firmes américaines, dont les chemins de fer. Pour rendre son projet beaucoup plus viable, il crée en 1873 le tout premier fonds d'investissement écossais. La fortune de Robert est à présent faite. En 1880, il épousera Sarah Kate Inmarch, une jeune femme de 12 ans, sa cadette, rencontrée en sortie de messe. Lui a 35 ans, elle 21. Cathy est brillante, cultivée, amatrice d'art et surtout une sportive pratiquant le golf. Ensemble, ils auront 4 enfants. Valentine, né en 1882, le futur père de Ian Fleming, Dorothy Barbara en 83, Kathleen en 87 et Philippe en 89. Puis en 1909, il fondera sa propre banque d'affaires, la Robert Fleming & Company. Pour se rapprocher de la City de Londres, ils quitteront ainsi l'Écosse, lui et sa famille, pour vivre dans le comté d'Oxford, dans un manoir qu'il fera construire Joyce Grove. Robert Fleming fut donc un self-made man, le parfait symbole du rêve écossais. Parti de rien, il est devenu en quelques années, grâce à son esprit d'initiative, l'une des personnalités les plus riches de la Grande-Bretagne. Il est quand même assez étonnant avec le recul de se rendre compte que l'un des traits typiques des méchants de Fleming est qu'ils sont très souvent des self-made men. Comme son grand-père, Goldfinger ou Hugo Drax sont des millionnaires anonymes, venant de nulle part. Mr. Big vient de la misère haïtienne. Scaramanga, vécu dans un cirque sans amis, à part son éléphant. Et même Blofeld est un homme venu du peuple qui a réussi à se hisser au sommet grâce à ses qualités.
Quelques années plus tard, Valentine et Philippe sont alors envoyés dans le prestigieux collège d'Eton, où ils suivirent une éducation bourgeoise de gentleman anglais. Valentine était un élève particulièrement brillant qui s'incorpora facilement à cette nouvelle société d'élite. Il devint membre d'une confrérie, la Pop, réputée pour sélectionner les personnes les plus méritantes. Puis, il récolta son diplôme d'histoire, s'engagea en politique, tout en suivant une carrière de banquier. En 1910, Val est élu député, ce qui fit de lui un membre du Parlement, aux côtés de son bon ami Winston Churchill. Ce dernier appelait d'ailleurs toute la famille de Valentine et de Philippe les Flamingos. Mais un autre aspect les rapprochait. Ils étaient tous les trois officiers de réserve dans le même contingent de cavalerie. Valentine était sous-lieutenant, tandis que Churchill était son capitaine. Philippe, quant à lui, n'était pas en reste de sa propre notoriété. Sportif né, il est, grâce à ses résultats en aviron à Oxford, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Stockholm. En demi-droit, pour lui rendre hommage, le bateau bleu d'Oxford qui remportait la boat race entre Oxford et Cambridge fut nommé le Philippe Fleming. C'est lors d'un bal organisé par Oxford que Valentine rencontrera celle qui deviendra la mère de ses enfants. Évelyne Béatrice Sainte-Croix-Rose, dit Ève, la sœur de l'un de ses amis de promotion. Au premier regard, ils tombèrent amoureux. La jeune femme est tout aussi ravissante et extravagante que Valentine est flegmatique et conventionnelle. Elle s'habille de manière excentrique, d'or, de vert et de violet, fait du théâtre, joue parfaitement au violon, collectionne les peintures. Robert et Kate, les parents de Valentine, eux, restent circonspects vis-à-vis de cette femme. Elle n'a ni grosse fortune à la clé, ni aucun titre de noblesse. Elle n'est en fait pas du même statut social que les Fleming. Dundee et Liffrode sont très loin à présent. Mais Valentine est amoureux, et juste après ses études, il se marie avec sa belle. Le 15 février 1906, le lendemain de sa fête. De leurs unions naquirent Peter, le 13 mai 1907, Ian Lancaster, le 28 mai 1908, Richard, en 1911, et Michael, en 1913. Et puis Valentine reçut de son père près de 250 000 livres, une somme énorme pour l'époque, afin qu'il s'achète la résidence de Brazier Park, un magnifique manoir gothique à Epstead, dans l'Oxfordshire. Or, à ce moment-là, quelque part en Europe, dans les Balkans, à plusieurs milliers de kilomètres de là, l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche est alors assassiné de plusieurs coups de feu. Nous sommes le 28 juin 1914, et cela va changer à tout jamais le destin des Fleming.